Matin du 7 novembre 1944 et 12 P-38 Lightnings survolent à ma haute altitude la Yougoslavie. À la tête de la formation se trouve le colonel Clarence Theodore Edwinson. Il aperçoit un nuage de vapeur qui s'élève en contrebas. C'est un train à vapeur allemand, pas la cible principale, mais trop tentant pour être ignoré. Let's go get it, boys. Edwinson bascule et plonge à l'attaque. Ses hommes sur ses talons. Ils gagnent en vitesse, verrouillant la locomotive dans leur viseur et ouvrent le feu. La locomotive est criblée de tirs américains et de la vapeur jaillit de toutes les ouvertures de la chaudière, tandis que les Lightnings reprennent de l'altitude. Mais les Allemands réagissent aussitôt. Des nuages noirs de flaques allemandes éclatent autour de la formation et des éclats transpercent la fine tôle des appareils. Edwinson crie à la radio. Everyone, get low. Il replonge vers le sol pour échapper aux tirs allemands. Mais il est trop tard. Un P-38 est touché de plein fouet et s'embrase. Toute l'escadrille se précipite alors vers une zone plus sûre. La voix désespérée du pilote résonne dans les écouteurs. I'm hit! I'm going down! Edwinson se stabilise en vol rasant et tourne la tête, cherchant son homme. Mais au lieu de cela, il voit une boule de feu. L'appareil abattu s'écrase sur une colline. Does anyone see a chute? Does anyone see a chute? Chaque pilote espère qu'un autre répondra « oui », mais le silence est assourdissant. Negative, sir. La fureur envahit le cœur d'Edwinson. Copy. Les avions américains rugissent au-dessus des montagnes serbes. Soudain, le sol s'abaisse sous eux, révélant une vaste vallée avec un aérodrome. Cela correspond exactement à la description de leur zone cible lors du briefing. Quelques secondes plus tard, Edwinson voit précisément ce qu'il attendait, une longue colonne de camions et de chars remontant vers le nord en direction de Belgrade. Il n'a pas le moindre doute. C'est leur occasion de se venger. There are those sons of... Blue flight, get that German convoy. Red and yellow to the airfield. Yes, sir! Les Soviétiques ignorent totalement qu'ils ont été pris pour des Allemands. À proximité, l'armée rouge et les partisans yougoslaves célèbrent l'anniversaire de la révolution d'octobre. Ils avancent, soldats chantant et drapeaux soviétiques flottant fièrement au vent, jusqu'à ce que le grondement d'un moteur interrompe la mélodie. Les soldats lèvent les yeux vers le ciel et aperçoivent les P-38 qui volent au loin. Voir leur allié leur arrache un sourire. Les célébrations reprennent et le convoi continue sa marche. Peu s'inquiètent en voyant les avions rompre la formation et foncer droit sur eux. Нет, они на штурмовку идут. Les Lightning fondent sur la colonne, le grondement des moteurs se rapprochant. Les quelques soldats soviétiques qui réalisent l'erreur se précipitent pour avertir les Américains. Ils saisissent des drapeaux auprès de leurs camarades et les lèvent plus haut, les agitant désespérément, espérant que les Américains voient. Mais il n'y a pas assez de temps. Les pilotes ne remarquent rien et appuient sur la gâchette. Les Soviétiques sont fauchés alors que les balles déchirent la formation d'hommes et de véhicules. La colonne sombre dans une panique frénétique sous une tempête de plomb. Puis, les bombes américaines s'abattent. Des explosions ravagent ce qu'il reste du convoi, infligeant de lourdes pertes. À l'aérodrome tout proche, on entend les détonations lointaines. Les guetteurs se mettent au garde à vous et voient un essaim d'avions foncer droit sur eux. Батарея, к бою! L'alerte retentit et les soldats soviétiques se ruent vers les canons anti-aériens. Ils s'animent dans un rugissement furieux, tandis que les traceurs montent dans le ciel à la rencontre des assaillants. Dans les airs, Edwinson mène ses hommes en piqué vers ce qu'il croit être un aérodrome de la Luftwaffe plein de Bf-109. Le tir anti-aérien balaie leur formation, frappant les appareils, mais ils ne se laissent pas décourager. Des obus de 20 mm et des balles de calibre 50 jaillissent de le puissant armement des Lightnings. Ils s'abattent sur le sol, labourant les rangées d'avions stationnés. Ils entendent les tirs ennemis frapper leurs propres appareils avec un crépitement. Pull up! Les Lightning sortent du piquet, mais l'un d'eux ne suit pas. C'est le second lieutenant Eldon Coulson. Il tire sur le manche de toutes ses forces, mais il a subi de graves dégâts causés par les tirs soviétiques. Il vole bien plus bas que prévu, attirant le tir de toute la défense anti-aérienne de l'aérodrome soviétique. She's not coming up! D'autres impacts frappent le Lightning. Les ailes et les gouvernes sont réduites en lambeaux et il perd le contrôle. Le P-38 s'écrase à 1 km de l'aérodrome, explosant avec Coulson à l'intérieur. Edwinson voit la boule de feu et sa colère remonte aussitôt. Ils vont faire payer ces Allemands. Build some altitude and go in again. En bas,
Le tir antiaérien continue de monter vers le ciel contre ce qu'il croit être des bimoteurs allemands, des FW-189. Les pilotes de l'armée rouge courent vers les Yaks restants, à travers le feu et la fumée. Les deux premières Yak-9 à pouvoir décoller sont pilotées par le lieutenant Krivonogic et son ailier, le sous-lieutenant Shipulia. Alors qu'il roule, Krivonogic lève les yeux et voit les chasseurs revenir pour une nouvelle attaque. Il s'aligne sur la piste et pousse les gaz à fond. Les Yak-9 rugissent le long de la piste et s'arrachent du sol. Avec la vision terrifiante des ennemis approchant au-dessus d'eux, les deux soviétiques frôlent les cimes des arbres, fuyant les viseurs des P-38. Mais derrière eux, les autres pilotes soviétiques n'ont pas cette chance. Ils décollent en un large groupe, des cibles faciles pour un escadron qui a déjà perdu 2 hommes. Get those planes before they gain altitude. Ces hommes ne posent aucune question. Ils plongent à vitesse maximale, criblés par les tirs anti-aériens provenant du sol, et, viseur braqué sur la cible, ils pressent la détente. Les balles et les obus transpercent les avions soviétiques. Un Yak est immédiatement détruit et plusieurs autres sont endommagés. Ils se lancent dans des manœuvres d'évitement, tandis que les Lightnings passent au-dessus d'eux, tous sauf un. L'un des pilotes voit son assaillant sortir du piquet et aperçoit une opportunité. En une fraction de seconde, il cabre son Yak et ouvre le feu. Le P-38 traverse directement sa rafale et est réduit en pièces. Le P-38 s'embrase et part en vrille, hors de tout contrôle. Le pilote à bord est le sous-lieutenant Philip Brower et il n'a aucune chance de s'éjecter. Il est piégé et son avion s'écrase au nord-est de l'aérodrome soviétique. Les P-38 prennent de l'altitude, échappant à la portée des batteries antiaériennes. Edwinson regarde en bas, où un ennemi et 2 amis brûlent. Le combat s'avère bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. A lot of fighters incoming. Make a defensive circle. We're shooting our way out. Pendant ce temps, Krivonogic et Shipulia restent au ras des arbres, accélérant jusqu'à dépasser les 400 km à l'heure. L'attaque contre le reste de leur escadrille les a isolés, mais ils voient la navale des chasseurs ennemis ouvrir le feu sur la colonne sans défense, et ils savent qu'ils n'ont pas le choix. La paire de Yak-9 cabre en une montée verticale abrupte. Pour la première fois de l'histoire, des chasseurs des États-Unis et de l'Union soviétique vont s'affronter dans un combat aérien total. Shipulia se lance à la poursuite, fondant à grande vitesse, et ouvre le feu avec son canon de 20 mm et sa mitrailleuse de calibre 50. Ces rafales touchent l'un des 2 fuselages du P-38 sans toutefois l'abattre. Shipulia file à une vitesse fulgurante et se dégage pour préparer une nouvelle attaque. Mais le pilote américain appelle du renfort et 2 P-38 en orbite viennent à son secours. Krivonogic repère les ennemis qui plongent sur son ailier et hurle dans la radio. Juste à temps. Shipulia tire brusquement au dernier moment, échappant à la rafale mortelle du P-38. Il vire et esquive les tirs de l'appareil ennemi, mais il est en mauvaise posture. Krivonogic dans la mêlée aussi vite qu'il peut, le cœur battant à chaque traçante lancée vers son ailier. Il arrive à toute vitesse. Son viseur se cale sur l'un des 2 Lightnings et il ouvre le feu. Ses tirs zèbrent le ciel et manquent de peu l'appareil ennemi. Le pilote américain abandonne aussitôt l'attaque, mais Krivonogic l'ignore. Il passe au P-38 qui harcèle Shipulia, prend sa visée et ouvre le feu. Ses tirs sont parfaitement placés et touchent toutes les 2 poutres du Lightning. L'appareil s'embrase. Il continue sa trajectoire, hors de contrôle. Le pilote américain ouvre la verrière et s'éjecte. Son avion en flammes s'écrase 8 km au nord de l'aérodrome soviétique. Tous 2 se préparent à l'assaut. Ils sont terriblement en infériorité numérique, mais alors, le reste de l'escadrille soviétique surgit sur la scène, ouvrant le feu et dispersant leurs ennemis. Krivonogic restait soulagé. La victoire est désormais à portée. Les 2 pilotes replongent dans le combat, mais dans le chaos de la bataille, ils sont séparés. Krivonogic fixe un ennemi et le poursuit au milieu de la mêlée, spiralant vers le ciel. Le P-38 fait de même.
Mais le P-38 n'est pas optimisé pour le vol à basse altitude et Krivonogi le rattrape rapidement. Il est l'Américain dans son viseur. Au sol, une pièce soviétique de DCA tire sur toutes les cibles ennemies qu'elle voit. Était-ce un simple tir mal ajusté ou un équipage un peu trop zélé? On ne le saura jamais, mais ils envoient une volée directement sur le yak de Krivonogi. Il n'a aucun avertissement. Son yak est frappé de plein fouet et se désintègre. Shipoulia tente de joindre son ami à la radio et voit l'épave en flammes s'écraser au sol. Son ami n'est plus. Il ravale sa douleur et repère une cible américaine sous lui. Il est en infériorité numérique et désormais seul, mais il replonge malgré tout dans le combat. Les P-38 tourbillonnent autour de lui. L'un d'eux grimpe en piqué, décroche, puis ouvre le feu. Shipoulia n'a aucune chance. Il traverse sa rafale et est abattu. L'épave en flammes de son avion s'écrase 500 mètres au nord de l'aérodrome qu'il défendait. Les pertes soviétiques s'accumulent. Un autre yak est abattu par les Américains. Les forces soviétiques contactent désespérément toutes les bases proches, espérant des renforts. Se précipite vers la zone un groupe près de Yak 3, dirigé par le capitaine Alexandre Koldunov. Ils répondent à l'appel désespéré du commandant de l'aérodrome, mais Koldunov ignore ce qu'il va trouver. On lui a dit qu'il allait affronter des FW-189 allemands, mais il sait que le FW-189 est un avion de reconnaissance. Il n'est pas utilisé pour des attaques de ce type. Quelque chose ne tourne pas rond. En approchant du combat, il constate que ce qu'il a devant lui n'est pas un FW-189. C'est la silhouette parfaitement reconnaissable d'un P-38 américain. Il abandonne immédiatement son attaque et se place aux côtés de l'Américain, lui faisant signe avec ses ailes, espérant que le pilote allié voit les étoiles rouges. Mais au lieu de cela, le Lightning ralentit, se place derrière lui et se prépare à tirer. Koldunov entame des manœuvres d'évitement et échappe à la salve furieuse. Il traverse une nouvelle fois le Maelstrom, tentant d'attirer l'attention des pilotes américains, mais cela ne fonctionne pas, jusqu'à ce qu'il vole juste à côté d'Edwinson. Edwinson aperçoit l'avion soviétique et écarquille les yeux. Une froide sensation d'effroi lui parcourant l'échine. Il regarde autour de lui les autres appareils qui fusent tout autour. Tous les soi-disant ennemis arborent l'étoile rouge soviétique. Holy... Cease fire! Cease fire! They're Soviets! Everyone back to base, now! Repeat, everyone back to base, now! Tous les P-38 mettent cap à l'ouest et quittent les lieux, mais les Yaks les prennent en chasse. Un par un, les pilotes soviétiques retournent à leur base et le terrible incident prend fin brusquement. L'incident fut interprété par certains, au haut commandement soviétique, comme un acte délibéré et, durant un bref moment, ces répercussions menacèrent d'échapper à tout contrôle. Mais les États-Unis assumèrent l'entière responsabilité dans une lettre explicative qui détaillait la chaîne d'événements ayant conduit à la méprise. Le récit soviétique, bien que probablement enjolivé, fut publié au fil des années. Les informations américaines sur l'incident sont très rares et beaucoup pensent que le récit complet a été tenu secret et restera classifié jusqu'au centenaire des faits. Regardez ce film pour découvrir comment le premier avion furtif, le Nighthawk, sera abattu non loin d'ici, 55 ans plus tard.